La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. D'abord, évidemment, tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023 qui s'annonce assez compliquée. On va en parler dans un instant avec mon invité Jean-Hervé Lorenzi, le président et le fondateur du Cercle des économistes. Et puis surtout, peut-être ensemble, avec les meilleurs invités possibles, on arrivera à essayer de lutter contre ces vents contraires. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Que faut-il souhaiter aux Français ? Une chose, avant tout, l'idée que l'espèce de trajectoire assez positive sur l'emploi, la création d'emplois, dont on a vu qu'elle s'était maintenue dans les derniers jours, que ça se maintienne tout au long de l'année prochaine. C'est pas ce que les prévisionnistes annoncent, c'est pas ce que la Banque de France annonce. Ils nous annoncent une remontée du taux de chômage. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une vision trop pessimiste, et donc c'est ça le sujet. L'emploi. Et encore l'emploi. On va y venir, on va parler d'assurance chômage, on va parler de la réforme des retraites, puisque elle est indispensable, en tous les cas, aux yeux du président de la République. C'est ce qu'il a répété dans ses vœux. Vous nous direz si elle est vraiment indispensable et en quoi. Mais d'abord, on va commencer par les prévisions du FMI, avec la directrice générale du FMI qui a dit 2023 sera une année plus difficile. Est-ce que vous, au sein des économistes, vous estimez qu'effectivement, 2023 va être une année dure, voire très dure pour nous? Enfin, pour le monde, parce que là, elle s'exprime plutôt pour le monde. Oui, pour le monde, et puis après pour nous. Des taux de croissance qui sont de l'ordre de 2%. Entre nous, de 7, pour les FMI. Comme vous savez, le FMI a une spécialité de réviser ses prévisions, ce qui nous donne un peu de degré de liberté pour en parler librement. En fait, c'est une convergence de phénomènes assez rares. À la fois une guerre, à la fois et un problème d'inflation sur lesquels les banques centrales sont un peu hésitantes, à la fois des pandémies qui en tout cas touchent la deuxième puissance économique du monde, c'est la Chine. Donc il y a quand même tous les phénomènes qui sont en réalité exogènes, c'est ça qui compte, c'est qu'on n'a pas de prise réellement sur eux. La guerre, la Covid, pas difficile de dire que on peut les maîtriser comme on a pu par exemple maîtriser la crise de 2007-2008. Et donc elle a raison d'être prudente et ça peut être difficile. Pour nous, en Europe, c'est en réalité une des prévisions qui sont des prévisions faibles, un peu partout, de l'ordre de quasiment une quasi-stagnation. Et la France, moi, vous savez, je suis terriblement optimiste pour la France. Si on arrive à faire quelques modifications sans que ça fasse exploser la machine, c'est-à-dire le climat social, je suis sûr qu'on peut se débrouiller mieux que quiconque en Europe. Ça veut dire que, selon vous, au Cercle des économistes, la France peut échapper à la récession. Elle va échapper à la récession. Elle va échapper à la récession, si. Alors que l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, évidemment. Oui, alors tout dépend, au fond, ce qu'on met sur la table, parce que le quoi qu'il en coûte perdure, de fait, perdure partout, et donc ça joue beaucoup sur le taux de croissance. Les prévisions sont toutes à peu près inférieures à 1% de croissance pour l'année prochaine. Ce sont des prévisions qui, à mon avis, s'il n'y a pas de drame, rien ne permet d'avoir cette position de manière certaine, mais s'il n'y a pas de drame, qui peut être tenu, c'est qu'on peut avoir une croissance faible, mais qui ne soit pas négative. Alors, il y a beaucoup, que ce soit des historiens ou même des agences de notation, qui disent en fait, la pire des crises, c'est la crise climatique, et en fait, on a rarement connu, vous l'avez dit un tout petit peu, on a rarement connu une situation aussi compliquée depuis la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien à l'échelle d'entreprise, ils nous disent 2023, d'habitude on faisait 3-4 plans, là on en est au 6e. Donc c'est dire si c'est très compliqué de monter un budget, et le budget de la France et des économies. Pour une raison qui est très simple, c'est en réalité un monde d'incertitude très, unique. Inédit. Inédit depuis 1848. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin dans l'histoire, depuis la crise de la pomme de terre. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois des facteurs exogènes, c'est auxquels on ne peut rien. On a évoqué les problèmes climatiques, on peut, mais en tout cas, on ne sait pas bien comment on peut traiter les sujets, les problèmes de santé, les problèmes géostratégiques, et puis des facteurs qui sont ceux, en réalité,
fond de conflit sur la répartition. L'inflation que nous sommes en train de vivre est en réalité d'abord et avant tout un conflit sur la répartition, sachant que... Ça veut dire quoi, un conflit sur la répartition? Il y a à propos de la volonté à la sortie de la Covid des salariés de récupérer au minimum, ce qui est très compliqué pour eux, un pouvoir d'achat dont ils ont le sentiment qu'ils sont privés. Donc c'est véritablement un conflit qui ne peut pas se régler facilement. Et au fond, c'est ce mélange d'exogène, on n'y peut pas grand-chose, et d'endogène, on y peut beaucoup de choses, c'est-à-dire si mettons la Réserve fédérale américaine pousser, ce qui n'est pas le cas, mais les taux d'intérêt de manière très forte, ça assure que ça a un impact très fort sur la croissance. Donc c'est ce mélange à la fois de domaines qui nous sont imposés et de domaines sur lesquels nous avons une possibilité d'agir qui rend les choses si compliquées. Il y a deux prix Nobel qui se sont exprimés. Il y a même un autre qui était un peu un oracle, Nouriel Roubini, mais je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Joseph Stiglitz qui dit la plus grande menace pour l'économie mondiale est politique. Le prix Nobel d'économie 2001 dit que les gouvernements par dogmatisme n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter les catastrophes à venir. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un jugement quand même assez sévère. Oui, je trouve que c'est un jugement sévère. La réalité, c'est que il y a eu beaucoup d'erreurs. Ça, c'est assez fréquent chez les politiques. Chez les politiques et chez les économistes. Et oui, ça, on arrive sur les économistes. Vous inquiétez pas. Il y en aura aussi pour vous. Mais c'est vrai que les politiques, est-ce qu'ils ont pris des mauvaises décisions? Non, ils se sont trouvés confrontés à une crise pandémique absolument ingérable à l'époque. Maintenant, c'est très facile de dire il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Enfin, fallait-il ouvrir, pas ouvrir? Au moment où ça avait lieu, on ne savait même pas si nos vaccins étaient réellement efficaces. Donc, non, je ne suis pas d'accord là-dessus. En revanche, les banques centrales ont vraisemblablement mis un peu de temps, trop de temps, pour réagir sur des phénomènes assez prévisibles. Il était clair que les gens qui avaient, au fond, souffert pendant les différents confinements allaient avoir envie d'avoir une récupération de rémunération et donc il y allait avoir une demande très forte sur le salaire. Il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour le savoir. Oui, mais question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent les économistes? C'est vrai que, pardonnez-moi, et pourtant vous êtes le président fondateur du cercle des économistes qui regroupe les principaux économistes. On ne sait plus très bien à quoi vous servez. Ça sert, d'abord, comme dans toute catégorie professionnelle, il y a des bons et des mauvais. Oui, mais je parle des bons. Les bons donnent les ordres de grandeur. Je vais vous en donner un exemple. Oui. On vous parle tous les jours, on parle de l'inflation comme étant une sorte d'hydre, de monstre qui risque de nous avaler tout cru. On est sur des taux d'inflation qui sont, par exemple en France, de 5-6 points. Je vous rappelle juste que les gens de ma génération ont vécu pendant des années avec des taux d'inflation qui étaient supérieurs à 10%. Et lorsque Carter, le président Carter, cède la place à Reagan, le taux d'inflation aux États-Unis est de plus de 15%. Donc, les bons en quoi vous êtes bon? Pardon, oui, en quoi vous êtes bon? Ça veut dire que on arrive... Quand vous avez 4-5 problèmes simultanés, il faut arriver à hiérarchiser l'importance. S'il s'avère que l'ordre de grandeur de l'inflation n'est pas si dramatique que pourrait l'être, par exemple, une hausse très rapide du taux de chômage. On privilégie un phénomène plutôt qu'un autre. C'est en ça que les économistes sont utiles. Auguste Deaton, vous le connaissez évidemment, cette fois-ci prix Nobel d'économie en 2015. Lui, il dit « Les économistes prétendent souvent à une expertise politique pour laquelle ils n'ont aucune qualification. Il regrette dans cette même tribune le repli de sa profession sur des positions théoriques qui n'embrassent plus le champ des crises contemporaines et qui en plus, il s'interroge sur la nature et les niveaux de vos responsabilités dans les difficultés que nous rencontrons. Quel est votre niveau de responsabilité, Jean-Hervé Lorenzi? Important parce que, important, mais moins que par le passé. Important parce que, au fond, les gens continuent à penser que les économistes, en tout cas les bons, donnent une part de la vérité, et moins important parce que, comme nous nous sommes largement trompés
sur la crise précédente, celle de 2007-2008, Ah oui. personne n'a vu venir. Ça a enlevé un peu de crédibilité. Je rappelle juste que la remarque est faite, est assez juste. Quand vous prenez Keynes était un homme qui avait eu par ailleurs une carrière quasi politique. Quand on prend bien avant, la plupart des grands économistes du 19e siècle avaient tous été soit banquiers, Ricardo, soit ils avaient tous été des hommes d'action qui donc avaient un regard qui était un regard plus large que celui d'une théorie un peu abstraite Okay. et souvent... Ce qui est moins votre cas maintenant. Quand je dis vous, c'est vous, économiste, hein. On est d'accord. Il y a quand même beaucoup d'économistes qui sont quand même très théoriciens, donc ça n'est pas si fréquent que ça d'avoir des économistes qui ont une expérience très vaste. Alors justement, puisqu'il vous reproche, ça fera le lien avec le sujet d'après, évidemment, qui nous préoccupe tous, surtout depuis les vœux du président Emmanuel Macron, où il a dit que la réforme des retraites sera faite et qu'elle est absolument indispensable et que 2023 sera l'année de la réforme des retraites. Est-ce que là, est-ce qu'elle est indispensable, cette retraite? Parce que on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut croire. Tout le monde s'envoie des chiffres totalement contradictoires. Certains disent, j'écoutais encore un autre très brillant économiste, Elie Cohen, chez le confrère de BFM TV, qui disait c'est 50 milliards à peu près, 2%, le surcoût du poids des retraites par rapport à aux autres pays comme la France. Est-ce qu'elle est indispensable et pourquoi? Alors, plusieurs remarques. Premièrement, des réformes des retraites. On a le sentiment que c'est une première. Non. Il y a eu 4 grandes réformes des retraites, 4, dont les gens de ma génération, et ceux juste après, vont sentir le poids. La principale des réformes, c'était celle de Balladur en 93. Après ça, il y en a eu plusieurs. Oui, la dernière, c'est celle de Marisol Touraine. Voilà. Donc, sur l'allongement de la durée de cotisation. Arrêtons de dramatiser à l'extrême. Deuxième sujet, c'est évidemment un aspect politique. Le président considère que c'est une sorte de marqueur de sa capacité à transformer le pays de manière peut-être un peu excessive par rapport au problème, et donc il s'avère que c'est indispensable, mais il y a vraisemblablement d'autres sujets au moins aussi importants. Troisième remarque sur les chiffres. Arrêtons, ces chiffres, c'est pas si compliqué que ça. Mais oui, mais si, mais les chiffres sont importants puisque le président a justifié... Allons-y, allons-y. Là, c'est à peu près à l'équilibre. Ça va passer à moins 10 milliards. Mais quand on dit, pourquoi est-ce que Elie Cohen dit 50 milliards? Tout simplement parce que à ces moins 10 milliards, qui ne sont pas une somme géante. Non, pas, à l'aune du déficit de la France, non. C'est pas géant. Il faut rajouter, alors peut-être exagère-t-il un peu, mais 30 milliards qui sont des prises en charge par l'État, notamment pour les fonctionnaires, notamment pour les régimes spéciaux, notamment donc qui font que les salariés du secteur public des retraites dans le secteur public payent un peu moins. Donc ça fait 30 milliards. Donc si on faisait 10 plus 30, ça ferait 40. Donc mais on est-ce que le système actuel par répartition, auquel les Français sont quand même très attachés, est-ce qu'il est vraiment en danger? Non, bien sûr que non. À ce moment-là, on n'a pas besoin de réformes. Ou c'est Bruxelles qui nous demande les réformes? Bruxelles demande des réformes parce que l'histoire des retraites a au fond, une force symbolique extrêmement grande. Les retraites en France, c'est 14% du PIB. Oui. 14%. Plus, pour les retraités, si vous rajoutez la santé qui est dédiée directement aux gens plus âgés, 6%. Donc en gros, les retraités, ça coûte 20% du PIB. 20%. Ça commence à compter. Donc symboliquement, c'est important. Deuxième aspect, oui, c'est plus il y a que une symbolique bagarre majeure dans nos sociétés, qui est celle entre les générations. Les 14% qui sont plus que ce que les autres connaissent. Mais les autres, c'est 10-12%. De toute façon, c'est en réalité partout la bagarre entre les générations, des jeunes qui disent... Entre les jeunes et les vieux. Entre les jeunes et les vieux. Donc c'est en ça que symboliquement c'est très important. Et le président, qui est jeune et qui est plutôt porteur d'un discours sur la jeunesse, a besoin d'exprimer cette volonté de rééquilibrer les comptes entre les jeunes et les vieux et de faire qu'au fond... Oui, mais lorsqu'on interroge, on voit tous les sondages, les jeunes ils disent de toute manière, nous on n'aura rien, il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes. C'est idiot, parce que ils ont parfaitement tort. C'est à peu près du même niveau que lorsqu'on voyait les jeunes se battre contre les réformes de retraite, alors que les réformes de retraite sont faites pour pouvoir leur transférer à eux des retraites satisfaisantes. Donc évidemment que le système par répartition
perdurera. 2, c'est pas la fin du monde. 3, évidemment que l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite, c'est un chiffre en rouge pour les Français. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça n'est... Est-ce qu'il a raison à ce moment-là de s'obstiner? C'est vraiment, on voit bien tous les syndicats qui vont être reçus demain et après-demain, les partenaires sociaux par Elisabeth Borne, on voit bien qu'ils sont tous vent debout contre cette réforme. Oui, ils étaient comme vent debout au moment de la deuxième réforme Sarkozy, qui était à 62 ans. Donc ils seront, je pense ça se terminera à 64 ans. Donc 65 ans, c'est une manière d'entrer dans la négociation pour vous. Alors, dernier aspect beaucoup plus important, qui d'ailleurs relie les 2 grandes réformes de Macron. La première, les retraites. La deuxième, le fonctionnement du marché du travail. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on a créé beaucoup d'emplois en France depuis 5 ans? Certes, le génie de notre président, mais ça ne suffit pas. C'est le fait que c'était Madame El Khomri, c'était la fin de Hollande, on a commencé à réformer le marché du travail. Et en réformant le marché du travail, on a en fait créé des conditions qui permettaient de créer beaucoup d'emplois, qui nous permet aujourd'hui d'être à 7,3% du taux de chômage, ce qui est quand même bien, plus important que n'importe quoi d'autre. La poursuite de la réforme du marché du travail, c'est assez simple. C'est en réalité pousser les jeunes à accepter des emplois qu'aujourd'hui ils n'acceptent pas. Vous savez qu'un chiffre des chiffres sont évoqués sur les emplois non satisfaits, qui sont créés, mais on ne trouve personne. Mais j'ai découvert avec stupéfaction qu'il nous manque même des pharmaciens. Enfin, il nous manque des tas de gens, il nous manque des chauffeurs de la RATP. Enfin, on est dans une histoire absolument abracadabrante. Et donc, l'idée, c'est par tous les moyens de stimuler l'envie. Ça s'appelle taux d'activité. Deuxième sujet, la réforme des retraites. C'est pas de la faire passer de 63 à 64 ans, c'est pas ça le problème. L'énorme problème, c'est qu'à partir de 60 ans, le taux d'activité le taux d'activité est très faible. En gros, un tiers. Un tiers. Ça s'est un peu amélioré entre les 60-65 ans. Les 55-60 ans. Voilà. Ceux qui t'ont prouvé que et encore un sur deux, 60-65. Ceux qui t'ont prouvé que tout peut être modifié en réalité si on présente les choses de manière satisfaisante. Donc le problème auquel le gouvernement est confronté, il est commun aux 2 sujets, puisque ce sont les 2 mêmes sujets. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui fait que les Français qui ne sont pas plus paresseux que d'autres, ils sont comme tout le monde, il y a le même pourcentage de gens qui sont des malades du travail, des gens qui n'en ont pas trop envie. Il faut comprendre pourquoi il y a cette relation si compliquée chez les jeunes comme chez les vieux à maintenir ou à développer ces activités de travail. Comment est-ce possible ? Cette année est une année formidable. On a eu le record que nous avons jamais eu du nombre d'entreprises créées. Ça veut bien dire que les gens ont envie de trouver... Après, il faut regarder le taux aussi, Je vous le divise par 2 même. Ça vous fait 500 000. 500 000, on n'a jamais eu ça. Jamais. 500 000. Donc, on est dans un problème où, en fait, on est un pays dans lequel les gens ont assez envie finalement, d'être actifs. 2, il y a beaucoup d'emplois qui sont non satisfaits. 3, il y a les gens ne travaillent plus à partir de 60 ans. Quel est le problème? C'est réfléchir aux raisons qui font que les Français ont un rapport au travail qui doit être changé. Donc c'est un problème d'entreprise, parce que des chefs d'entreprise, du patronat. Vous me tendez une perche auquel que je saisis immédiatement, c'est le véritable problème. Pardon de le dire aussi brutalement, n'est pas celui tant des syndicats que celui du patronat, de réunir les centaines de milliers d'entreprises en leur disant maintenant pourquoi vous faites sortir les gens à 50 ans. Parce qu'il coûte plus cher. Ah oui, il coûte plus cher. Oui, enfin il coûte plus cher dans tous les autres pays. Et pourquoi est-ce que nous avons alors une énorme différence par rapport aux autres pays? Pourquoi est-ce que la formation professionnelle ne sert plus en réalité à grand monde à partir de 50 ans, etc., etc. Et puis s'il faut trouver des modalités nouvelles, prenez l'exemple du cumul emploi-retraite, c'est très malin, jusque dans sa formulation. La personne qui reste en cumul emploi-retraite, en réalité travaille un peu moins, on la paye moins, l'entreprise est contente parce qu'elle conserve de la compétence, et en cumul emploi-retraite, vous payez
pour une retraite ou pour un supplément de retraite que vous ne toucherez pas, puisque il n'y a pas de, c'est une sorte de don au dispositif de retraite. Voilà des solutions, il y en a d'autres, mais le sujet clé, il est chez les jeunes qui rentrent le plus tard de tous les pays européens sur le marché du travail. Donc, chez les vieux qui partent le plus tôt possible de tous les pays européens, il faut trouver quelle est cette clé magique qui permet de retrouver ce goût de. Et donc vous dites, ce qui est peu usuel, vous dites la balle, elle est du côté du patronat. Du patronat, voilà. Et puis un chiffre, un dernier chiffre, incroyable. Le Danemark, vous savez, on parle toujours du Danemark comme étant notre lumière dans la nuit. Le Danemark consacre suffisamment d'argent en formation professionnelle pour que, entre 18 et 65 ans, en permanence, 30% de la population active soit en train de se former. Quand on se forme, ça veut dire qu'il y a une perspective. Le problème de notre pays, c'est que beaucoup de gens qui sont jeunes ou vieux ont le sentiment qu'au fond, ils ne peuvent pas progresser. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a plus d'ascension sociale. C'est ça le sujet politique. C'est en ça que les thèmes que nous avons traités sont des problèmes de nature politique, qu'il faut y coller également le patronat de manière beaucoup plus forte qu'il ne l'est aujourd'hui, en leur disant, c'est votre responsabilité. Il y a eu un beau succès dans le premier quinquennat Macron. L'apprentissage, c'est un très beau succès. Qui coûte très cher, mais pas la fin. Oui, mais enfin bon, c'est un beau succès. Tout simplement parce que on a mis de l'argent, mais aussi parce que les entreprises se sont substituées au fonds, aux régions et à l'éducation nationale, et c'était une bonne idée. Jean-Hervé Lorenzi, on va se projeter pour conclure au début de l'été, début juillet, où il y aura les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où BFM Business est évidemment toujours partenaire, et vous avez choisi comme thème recréer l'espoir. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on voit que tous les Français sont prêts à descendre dans la rue, etc., recréer l'espoir, vous allez y arriver? On y arrivera début juillet? En tous les cas, on posera. Vous poserez la question. Vous allez rajouter un point d'interrogation, non? Je ne mets pas de point d'interrogation. Je mets recréer l'espoir. Pourquoi? Parce que ce serait totalement, j'allais dire, enfantin de considérer qu'il n'y a pas une période qui est une période particulièrement difficile pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais si je vous reprenais mon exemple, qui est celui d'arriver à recréer ce lien entre les Français et le marché de l'emploi et l'emploi, qu'ils soient salariés ou non salariés, pour recréer l'espoir. Et au fond, ce pays, le nôtre, où les gens sont assez grincheux, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais où, au fond, il y a énormément de bonne volonté, si on arrive à trouver des sortes de mécanismes qui sont des mécanismes positifs, on recréera l'espoir, et vous verrez que le mois d'août, le mois d'août sera forcément bon parce que c'est les vacances. Oui, voilà. Mais le mois de septembre sera plus favorable. Juste... Comment sortir de ce quoi qu'il en coûte? Je ne parle pas des dettes, ça sera un autre sujet, plus de 3 milliards de dettes colossales. Mais le quoi qu'il en coûte a fait que les Français se sont dit finalement, pas travailler, c'est bon, c'est sympa quoi. Et comment les remettre au travail? Finalement, c'est ça un petit peu le sujet. Plus exactement, comment faire que leur remise au travail qui est nécessaire se fasse dans une perspective où ils se disent, par exemple, je suis en bas de l'échelle, mais je vais essayer de grimper. Tiens, je suis dans un dispositif qui est moins hiérarchique. Au fond, on a reproché à tous nos dispositifs de gestion en France d'être trop hiérarchiques, trop fermés sur eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement on va recréer l'espoir, mais en plus, ceci va faire beaucoup de croissance par la suite. Espérons. Voilà, c'est un problème de ressources humaines, en fait, tout ça. Enfin, oui, exactement. Problème de ressources humaines dans la fonction publique, dans le privé. Je pense que c'est un des grands défauts de la France et qu'il faut peut-être là-dessus faire de la formation. Merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été avec nous, le président fondateur du Cercle des économistes. Et donc avec ces rencontres d'Aix-en-Provence qui auront lieu début juillet. 7, 8, 9 juillet. 7, 8, 9 juillet pour recréer l'espoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. On se retrouve bien sûr demain. Ça sera Jean-Marc Borrello qui sera mon invité. Tout de suite, Tech & Co avec ce soir Stéphane Pedrazzi. Bonne soirée. Good Evening Business, la grande interview.